Bonsoir oui, bonsoir tout le monde. Moi, je me présente, c'est Martin Parent, président des éditions Histoire Québec. Merci beaucoup de votre intérêt pour les services des éditions et de la Fédération. Ce soir, nous allons bénéficier des savoirs de M. André Laniel. André est un collègue administrateur au CA de la Fédération. Il est président de la Société Patrimoine et Histoire de l'île Bizarre et Sainte-Geneviève. Plusieurs de ses livres, les trois tomes de Compagnons à Maître Cordonnier, ont été publiés aux éditions Histoire Québec. André est donc en très bonne position pour partager avec nous à propos de la démarche d'un auteur. Sans plus tarder, je laisse donc la parole à André et je vous souhaite une agréable soirée en sa compagnie. Merci beaucoup, Martin. On va essayer de ne pas avoir de problème technique. Alors, on va ouvrir le screen. Je sais pas si ça va nous amener à la bonne place. Je pense que oui. Oui. Et voilà. Alors là, moi, je vais réduire l'écran. OK. Alors, ça va. On va partir le diaporama. Alors, on m'a invité, évidemment, à développer un petit peu sur les étapes pour la production d'un livre. Ce qui veut dire qu'on va partir de l'écriture, aller jusqu'à la production en tant que telle, c'est-à-dire imprimerie, infographie, et ainsi de suite. Mais en premier lieu, je veux remercier les éditions Histoire Québec de m'offrir l'opportunité, excusez, de partager mon expérience à titre d'éditeur d'un livre. Alors, me présente un petit peu. J'étais journaliste à la presse écrite locale pendant plusieurs années, évidemment, à peu près 25 ans. Propriétaire d'entreprise, comme une entreprise commerciale au détail pendant 26 ans et gestionnaire d'entreprise par la suite, lorsque j'ai pris ma retraite de mon entreprise. J'ai réussi avec succès le cours d'introduction à l'histoire du Québec avec le professeur et historien Éric Bédard, que vous connaissez probablement. J'incarne dans mon secteur ou dans ma région, si vous voulez, le contenu du village, ce qui veut dire des visites patrimoniales et historiques. Je suis membre de la Société Patrimoine et Histoire de l'île Bizarre et Sainte-Geneviève. C'est situé dans l'ouest de l'île de Montréal. Et j'ai été dans le passé sur le conseil d'administration de la Fédération Histoire Québec. Alors, j'ai publié mon roman en 3 tomes, moyenne de 240 à 280 pages. C'est un roman historique qui couvre la période de 1662 à 1730. Mes objectifs étaient de vulgariser l'histoire au tournant du 18e siècle. C'était évidemment un défi personnel d'écrire un roman. J'avais à ce moment-là 70 ans. Aujourd'hui, j'en ai 75. Alors, c'est quand même un défi que de s'aventurer dans un projet comme celui-là. Et aussi, c'était l'idée d'aller sur les traces de mon ancêtre. Alors, pour écrire ou faire de la recherche, et ainsi de suite, ça nous prend un endroit de choix avec, comme vous voyez, là, sur le bureau, il y a beaucoup de papier. Bon, tout ça, c'est une photo quand même qui date d'à peu près 5 ou 6 ans. Alors, il ne faut pas avoir peur. Des fois, peut-être se mettre dans une ambiance avec un peu de musique, ainsi de suite. Ça, c'est à votre choix. C'est de prendre un endroit où vous allez vous sentir confortable. Et je dis tout le temps qu'il faut savoir prendre un rendez-vous avec l'écriture. C'est-à-dire, vous devez prendre ça comme un travail, inscrire à votre agenda votre période d'écriture ou de recherche, de façon de travailler façon, avec une discipline. C'est ça qui est important. Alors, évidemment, il faut aller chercher nos renseignements. Je vais vous dire, j'ai lu facilement entre 20, 25, 30 livres, publications, si on veut. Mais la principale publication, c'est étrange que ça puisse paraître, mais c'était le Journal du Temps, qui est le journal de la Société Daniel Desrosiers, Soulanges, Belle-Rose. Euh, je me suis servi d'une page, d'une page, oui, effectivement, 8,5 par 11 du journal, parce que c'est un format 8,5 par 11 broché. Et j'ai pris, je vous dirais, les trois quarts de cette page-là, 8,5 par 11. Le texte qui était là, l'information, c'est à partir de cette information-là que j'ai fait toute ma recherche et qui m'a permis d'écrire mon premier tome de 238, 240 pages environ. Après ça, vous voyez là, d'autres publications qui sont là et qui, ça nous situe. L'important, c'était d'aller chercher les us et coutumes de l'époque, soit pour la nourriture, l'habillement, en ce qui concerne les décès, comment est-ce que
on opérait, enfin, c'était quoi les coutumes à cette époque-là? L'Église, bon, ainsi de suite, comme les moulins. On a une publication de Michel Langlois sur les moulins. Et aussi la belle publication là, dans les éditions Libre Expression pour le Christ et le Roi, qui est une publication extraordinaire, très bien illustrée par Francis Bach, qui est le fils de Frédéric Bach, auteur du film, bon, pour ceux qui le connaissent, L'homme qui plantait des arbres. Euh, Cette publication-là nous explique beaucoup la façon qu'on construisait, et ainsi de suite. Alors, mais comme je vous dis, il faut passer à travers beaucoup de publications, puis prendre beaucoup de notes, et aussi toujours le faire en fonction de la période qu'on veut couvrir, ce qui est important. Alors, il y avait trois possibilités à l'époque pour traverser en Nouvelle-France. C'est sûr, c'est très résumé, là. Vous aviez les soldats du régiment Carignan-Salière qui sont arrivés en 1665. Moi, je suis un petit peu après. Il faut dire que l'ancêtre va naître en 1662. Donc, il n'a pas connu cette époque-là, mais il va quand même connaître l'époque des compagnies franches de la marine, qu'eux vont arriver un petit peu plus tard, vers les années 1690. Alors, on pouvait venir aussi comme engagé, c'est-à-dire vous aviez un engageur, on disait engagiste, qui engageait un Français dans le cas présent, et puis qui faisait en sorte qu'il s'en venait en Nouvelle-France. Ça pouvait être des communautés religieuses, ça pouvait être aussi des gens qui pratiquaient un métier puis qui avaient besoin d'aide. Et aussi, ben, il y a les filles du roi et les filles à marier, qui sont ceux qui viennent avant les filles du roi. Alors, les filles du roi, ça, c'est 1663, aller à 1683. Alors, ce qui veut dire que ça touche quand même un peu l'ancêtre, puisqu'il est arrivé en France en 1682. Alors, évidemment, la période du roi Louis XIV, qui va siéger, ben, je veux dire, régner là, pendant 72 ans. C'est un des plus longs termes de règne en France et non pas au monde. Alors ici, bon, on fait référence à son intronisation, si on veut, lorsqu'il va être couronné roi le 7 juin 1654. Et ici, par cette diapo, ben, je voulais illustrer la situation économique qui existait en France à ce moment-là, donc surtout dans la région de Paris, si on veut. Alors, on voit ici que l'artisan, c'est-à-dire c'est quand même les gens qui sont un peu plus en moyen. Ce sont ceux qui ont des boutiques, qui sont maîtres dans leur métier, comme dans mon cas, ben, étant que c'est un cordonnier, bon, le père était maître cordonnier, donc il fait partie un petit peu de la petite bourgeoisie, si on veut. Alors, sur la table, ben là, c'est sûr qu'on pouvait trouver du jambon, de la tourte, bon, des beignets, tout est écrit ici, là. Vin, bière, cidre, bon, ainsi de suite. Mais il faut dire que l'hygiène, évidemment, faisait défaut à cette époque-là. On mangeait quand même la valeur équivalent de 2 livres ou 1 kilo, si on veut, de pain par jour par adulte. Et les vêtements ben, étaient diversifiés et colorés. Donc, les gens avaient une bonne table, comme on dit. Tandis que du côté du paysan, c'est-à-dire celui qui travaillait plus sur les terres, ben, là, c'était un peu plus difficile. On le voit là, par la photo, là, on se nourrissait surtout avec des racines, c'est-à-dire des légumes, soit les carottes ou les navets, ou enfin, c'est ça qu'on veut dire par des aliments de racines. Euh, et évidemment, étant donné qu'on est un petit peu à un niveau inférieur, ben, les conditions de vie sont plus difficiles, ça, vous en doutez. Alors, il va y avoir beaucoup de maladies, de la peste, variole, fièvre, bon, ainsi de suite. Et l'eau est impropre à la consommation, puis le paysan ben, ne mange pas toujours à sa faim. C'est une des raisons qui fait qu'il y en a qui vont vouloir s'en venir en Nouvelle-France parce que là, on veut quand même se nourrir, puis vivre un petit peu mieux, avoir un meilleur climat, pas un meilleur climat, mais une meilleure air, si on veut, la meilleure atmosphère, si on veut. Alors, donc, le plat de résistance, matin, midi et soir, ben, c'est de la soupe d'herbe ou de racines, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, de temps en temps, si on est chanceux, bon, on va peut-être faire à bout de mettre un petit morceau de l'or dans le gros chaudron qui est accroché après bon, voyons, la crémaillère qui au-dessus dans le âtre, si on veut, dans le foyer. Puis, ben, c'est ça, c'est de cette façon-là qu'on va se nourrir. Donc, vous voyez que c'est quand même un peu plus modeste.
Alors, la famille Laniel, Julien, dans le cas présent, ben, a vécu sur la rue des Canettes. Alors, ça, c'est des photos quand même récentes de quelques années. On voit que la rue est très étroite, hein, c'est presque pas bien plus large je veux dire, une ruelle qu'on verrait ici à Montréal. Mais c'est ça. Alors, c'était quand même une rue intéressante parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de membres du clergé, des gens qui étaient au niveau décisionnel, au niveau gouvernemental qui habitait cette rue. Et son père, Jean, ben, exploitait évidemment une cordonnerie. Quand on parle de cordonnerie, mais ce n'est pas la même chose que nos cordonneries d'aujourd'hui, c'est qu'elle était des fabricants de chaussures. Et le roi Louis XIV influençait énormément la mode, hein, parce que c'était un roi qui était flamboyant au départ, puis qui portait des chaussures avec talons et puis de couleurs. Alors, ça avait un impact quand même sur le grand public parce que les gens voulaient un peu ressembler à la tenue, avec comment on pourrait dire, les vêtements ou les chaussures, ainsi de suite, que le roi pouvait porter. Alors, l'engagé, parce que Julien va venir au Canada, en Nouvelle-France, comme engagé, ben, le titre de maître donnait droit à sa propre entreprise. Il devient de moins en moins accessible, qui devient de moins en moins accessible en France parce que les postes, les maîtres de chacun des métiers ben, est déjà occupé par des seniors. Donc, les juniors, les jeunes, les enfants, ben, ils ont plus de difficultés à faire leur place. Alors, les hommes, ben, ils s'engagent pour 3 ans auprès d'un recruteur pour les communautés religieuses, les seigneurs, enfin les employés ou les engageurs, si on veut. Et le recruteur se charge de tout, c'est-à-dire qu'il avance en vue du voyage, il fait des avances plutôt en vue du voyage, de frais de transport, de nourriture, et ainsi de suite. À la fin du contrat, qui est un contrat de 3 ans environ, dans la région de Québec, Montréal, on pouvait aller jusqu'à 5 à 6 ans même. Eh bien, ils sont libres de rester au pays ou de retourner tout simplement en France. Et la réalité ben, des habitants, ben, c'est ça, c'est un contexte historique qui nous intéresse. Nous, c'est de 1662 à 1726. Il faut se documenter au niveau de l'ameublement, l'installation physique, c'est-à-dire les bâtiments, la maison, de quelle manière c'est construit. La période de défricher les terres, bon, en gros, ça prend quasiment 3 ans, c'est-à-dire on va abattre les arbres, on va arracher nos souches, on va essayer, la première année, on va piocher, comme on dit, entre les souches. Les souches, je veux dire, qui sont restées, qu'on n'est pas venu à bout d'arracher, parce qu'elles sont quand même tenaces. Et ça va prendre quand même 3 ans avant de faire en sorte que la terre soit un peu potable, puis qu'on puisse avoir des belles pièces, puis faire des rangs droits. Et aussi, ben, c'est de déterminer, bon, c'est-à-dire de connaître les saisons des récoltes. Il faut apprendre tout ça, là, parce que faut dire que la température ici est quand même différente que celle de la France. Et il faut que le colon s'arrange pour être autosuffisant au niveau alimentaire, vestimentaire, transport et ainsi de suite. Alors, c'est toutes des recherches qu'il faut faire pour comprendre le mode de vie des gens à l'époque. Ici, je vous donne un exemple, entre autres, au niveau de la barbe ou des moustaches, et ainsi de suite. On voit qu'il y a une évolution, puis dans les années 1680, un peu plus, qui nous intéresse, vous constatez que les gens n'ont pas de barbe. Ils n'ont pas de moustache même. Alors, c'est quand même important de savoir ça parce que c'est sûr que le mode de vie va quand même être un peu différent, la longueur des cheveux, ainsi de suite. C'est tous des détails qu'il faut connaître. Comme quand je me suis mis à écrire le livre, je croyais qu'on avait la chaise berçante à cette époque-là. Au contraire, il n'y en a pas. La chaise berçante va arriver beaucoup plus tard, dans les années 1850 environ, en Nouvelle-France. Donc, on ne peut pas dire que le monsieur ou la madame va s'asseoir dans la chaise berçante, ou la mère pour bercer l'enfant ou quoi que ce soit. Donc, il faut s'attendre que c'est surtout des bancs, c'est des chaises droites. Le mobilier, de toute façon, est très élémentaire. C'est le strict minimum. On peut peut-être avoir un petit coin un petit peu, euh, on dirait, pour l'intimité des parents, parce que là, il faut quand même procréer. Hein, c'est un des rôles des couples à cette époque-là. C'est un peu ce qui est commandé, si on veut, par le roi Louis XIV. Alors, la recherche, ben, c'est de trouver des documents d'époque, d'y aller évidemment avec nos gants, des gants blancs, faire attention pour ne pas les abîmer plus qu'ils le sont. Et aussi, ben, vous voyez ici, c'est juste quelques références bibliographiques que j'ai mises. Mais enfin, comme je vous dis, j'ai travaillé avec facilement une trentaine de livres.
et connaître l'identification des lieux. Je vous donne un exemple ici, entre autres, en ce qui concerne la petite chapelle, ou pas la chapelle, l'église dans dans le Vieux-Québec. Sa construction, bon, on le voit ici, là, a été débutée en 1687 pour être terminée en 1723. Mais au début, on l'appelait l'enfant Jésus. Avec le temps, ben, suite à des guerres contre William Phipps, oui, c'est ça, quand Frontenac a dit « Je vous répondrai par la bouche de mes canons », ben, à ce moment-là, on va l'appeler Notre-Dame de la Victoire. Un peu plus tard, ben, on va l'appeler Notre-Dame des Victoires. Alors, vous pouvez comprendre, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de victoires, et c'est de cette façon-là qu'on a transformé le nom. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que de telle année, un bâtiment va porter tel nom, faire en sorte que quand on l'écrit dans notre roman ou dans notre livre d'histoire, suite à nos recherches, il faut savoir qu'il faut mettre les bonnes identifications. Parce que sinon, on vient de perdre de crédibilité à ce moment-là. Alors, la cordonnerie, ben, ça ici, c'était des styles de chaussures à l'époque, mais je porte à votre attention à droite, si on veut, ben là, c'est plus des chaussures que les gens portaient ici en Nouvelle-France. Puis à droite complètement, c'est ce qu'on appelait les souliers de bœuf. Tandis qu'au centre, ben, c'est la petite bottine d'enfant. Ben, la semelle ben, est pas cousue. Hein? C'est avec des petites chevilles de bois qu'on va cogner. Ben, je veux dire, c'est ça. Puis on va venir à bout de coller. Ils ne colleront pas. Hein? Ils vont, en tout cas, la marteler, si on veut, la petite cheville, pour faire en sorte que la semelle va tenir. Puis, complètement à droite, en bas, ben, vous voyez, c'est la chaussure ou c'est ça qui va être porté par les Autochtones à ce moment-là. Alors, la rédaction, ben, c'est décider des titres de nos chapitres, des sujets abordés chapitre par chapitre, chapitre par chapitre, une moyenne d'une quinzaine de pages par chapitre. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est pour faire en sorte qu'on sorte un livre. Dans mon cas, je voulais sortir un livre des alentours de 240 pages, parce que c'est plus économique à envoyer par la poste. Parce qu'il faut aussi penser, lorsqu'on va avoir à le vendre, oui, on va vendre beaucoup de livres dans notre entourage, mais il y a beaucoup de gens qui vont nous demander de leur envoyer notre publication par la poste. Alors, il faut trouver la façon la plus économique. Et je vous dis, un format de livre d'environ 240 à 280 pages, ça peut être envoyé par la poste, catégorie courrier. C'est ça qui est intéressant et non pas catégorie paquet. Parce que là, on passe d'un tarif de 7 à 14 si la publication est si on s'en va dans la catégorie colis. Bon, faire une description des personnages. Dans mon cas, j'ai écrit 28 personnages. J'avais commencé à écrire sans faire de description, sans me faire une liste de descriptions, ce qu'on peut dire. Je vais vous dire, c'est devenu très complexe. Donc, à un moment donné, je n'ai pas eu le choix. J'ai dû me faire une liste et situer aussi l'histoire physiquement. Savoir exactement où se passent les événements, si on veut. Dans le cas de Julien, ben, j'ai développé une biographie qui est d'environ 4 pages. Donc, on a les années et les événements principaux. Et c'est ça. Ce qui fait que ça nous fait notre base, notre squelette, si on veut, pour partir de notre histoire dans le cas présent. Après ça, ben, la ligne du temps, c'est quand même aussi un outil qui est très important. Donc, dans une colonne, ben, on va mettre les rois, les ministres, les évêques, les gouverneurs généraux, l'intendant, le gouverneur de Montréal, certains événements majeurs qui se sont passés à cette époque-là. Puis les événements qui concernent, dans le cas présent, Julien. Et les contrats, si on est capable de les retracer, ce n'est pas toujours possible. Dans le cas présent, ben, ici, j'ai deux contrats qui sont importants. Vous avez le contrat c'est-à-dire vous avez le document, le registre du mariage entre Julien et son épouse, qui, lui, va être signé le 21 janvier. Excusez, on commence. Le 10 janvier 1689, ça va être l'acte de mariage dans le registre de la paroisse. Et là, on va apprendre, dans ce cas ici, son âge, l'âge de sa conjointe. Lui, il a 26 ans, elle a 14 ans. Les noms des parents, le métier des Julien, son métier à lui et le métier de son père, qui est en France, mais évidemment, il n'est pas en Nouvelle-France. Et c'est étrange que ça puisse paraître dans ce cas ici, le contrat de mariage va être signé quand même quelques jours plus tard. Il faut savoir que le roi, pas le roi, excusez, que le notaire nommé par le roi, ce qui fait qu'on a dit des notaires royaux ou un notaire royal, ben, c'est sûr qu'il ne demeure pas sur le coin de la rue, comme aujourd'hui, on va avoir des notaires sur les boulevards, peu importe.
du bureau de notaire. Alors, à ce moment-là, le notaire va se promener de paroisse en paroisse et puis, ben, comme on dit, il faut prendre le notaire quand il passe et signer son contrat à ce moment-là, si ça convient. Excusez. Au niveau de la recherche généalogique, parce qu'ici, j'ai quand même 18 enfants dans la famille. Julien va avoir, avec ses 2 épouses, va avoir 18 enfants. Alors, c'est quand même beaucoup de recherche. Et voyez-vous, quand je prends les documents, ce que j'appelle la fiche, qui est le résumé, évidemment, de ce qui est dans le registre officiel, ben moi, j'ai travaillé énormément. C'est-à-dire, je vais prendre les noms, je vais faire un paquet de corrections. Même ici, dans le cas, on a Cadron, quand en réalité, son nom, c'est Renard. C'est sûr que ça demande beaucoup de recherche. Il faut s'arranger pour faire peut-être faire 2, 3 vérifications pour essayer de valider nos informations, s'assurer qu'on a les bons noms, les âges, les années, ainsi de suite. Alors ça demande quand même beaucoup de temps. Ça peut, c'est sûr que c'est pas nécessaire juste pour les romans, ça peut être pour d'autres genres de publications, si on veut situer nos gens dans le contexte. Et ici, ben, on est venu à bout de trouver une carte dans le, parce qu'il va demeurer pendant un certain, ben, disons plusieurs années, évidemment, dans la seigneurie du seigneur de Tilly, le gardeur, seigneurie le gardeur de Tilly. Alors, ici, Julien, on le voit, j'ai mis une flèche, on voit Julien Laniel. Et puis, assez intéressant, c'est qu'il demeure à peine à 2 terres du seigneur. Alors, quand on est capable de trouver des cartes ou d'autres documents un peu semblables, ben, ça va nous aider à le situer, puis automatiquement, ben, ça va nous dire ben, est-ce qu'il est proche, loin, c'est qui les voisins, les autres seigneuries autour, comme on voit ici de Lauzon. Et puis de l'autre côté, il y a de l'autre bord du fleuve Saint-Laurent, ben, il y a le Neuville, de Mort, et ainsi de suite. Et puis la production, ben, voici, c'est une feuille de. Ben, moi, je vous conseille de prendre une feuille de route pour suivre la production dès la fin de la rédaction du manuscrit, puis peut-être même en cours de route, parce qu'il y a beaucoup d'étapes à suivre et puis il y a beaucoup de contacts, vérifier les prix, ainsi de suite. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut suivre. Donc, essayer de déterminer un budget de production et finaliser l'entente avec l'éditeur avant d'entreprendre la démarche de la production. Ça va un peu tout en même temps, ces choses-là, et déterminer un prix de détail en fonction du marché. Alors, moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai été dans des librairies, puis j'ai été vérifier combien se vendait un livre qui était environ 240, 280 pages dans ces coins-là. Moi, c'est une couverture qui est souple et non pas une couverture qui est rigide. Donc, c'est dans le format, disons, populaire qu'on va retrouver là, dans les librairies. Alors, ce qui fait qu'on ça nous aide à se guider pour notre prix de détail. Et aussi, il faut tenir compte de notre coût de production. Parce que nous, normalement, ben, vous savez comme moi, on n'ira pas dans des publications de 2 000 à 3 000 exemplaires, par exemple. Donc, ce qui fait que quand on s'en va juste dans quelques centaines, notre coût de production est beaucoup plus important, si on veut, à la page, là, si on veut. Parce que l'infographie qu'on publie, exemple, 100 copies ou 2000 copies, vous coûte le même prix à la page. Au niveau impression, c'est sûr que plus vous avez d'exemplaires, ben, vous bénéficiez d'un prix qui est plus avantageux. Ça va de soi, c'est une question, sans faire de jeu de mots, c'est une question de volume. Alors, c'est ça. On passe à la suivante. Faire partie d'une maison d'édition comme les éditions Histoire Québec. Tout à l'heure, on va vous en parler plus en détail, c'est-à-dire les gens des éditions vont élaborer plus sur les services que la maison peut vous offrir. Ben, on va aller chercher, ils vont nous obtenir notre numéro ISBN. Il faut faire une entente de gestion des droits d'auteur et de reproduction. Dans mon cas, ben, c'est sûr, je suis parrainé par une société d'histoire, mais j'ai fait l'entente que j'ai les droits d'auteur, les droits de reproduction qui m'appartiennent. Mais en compensation, moi, j'ai négocié quelque chose avec la Société d'histoire en ce sens que je fais un don annuellement à la Société, tout dépendamment du nombre d'exemplaires que j'ai vendus. Donc, la Société d'histoire n'a pas à gérer aucun montant d'argent de ce côté-là. Je suis mon propre éditeur, d'une certaine façon. Donc, c'est moi qui est propriétaire de mes livres, de mon inventaire, c'est ça. Donc, la Société d'histoire n'a pas supporté aucun fait de ce côté-là. Alors, le magazine Histoire Québec ben, va nous
faire de la publicité, une recension dans le magazine. Elle vient juste de paraître dans le dernier numéro, site web de la Fédération, où ils vont être je dis exposés, si on veut, les publications qui sont à vendre, avec une petite description, le prix de détail, et ainsi de suite. Et plus de détails, c'est ça, il va y avoir plus de détails tout à l'heure dans la deuxième partie. Correction, révision, ça, c'est un travail qui est très long. Ça prend des mois et des mois, je vous le dis. Alors, il faut laisser mariner, comme on dit, le texte pendant quelques jours ou semaines pour retourner et le revisiter. Et je vais vous dire, c'est peut-être une période où on fait des deuils. Parce que je veux dire, on a travaillé fort, on a fait de la recherche, on a rédigé un texte. Puis à un moment donné, on réalise que quand on regarde notre publication dans l'ensemble, il y a peut-être du matériel qui devient des doublons, en tout cas, pour toutes sortes de raisons. Malheureusement, il faut l'enlever, il faut l'effacer, le jeter aux poubelles, comme on dit. Ça fait mal parce que vous avez mis des heures, mais à un moment donné, il faut penser au lecteur. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut prendre un certain recul avec notre publication avant d'entreprendre la relecture du texte. Puis ça, je vais vous dire, c'est peut-être que dans mon cas, j'ai passé peut-être 3 fois minimum. J'ai fait de la relecture de mon roman, dans chacun des livres, évidemment, des tomes, et avant de les soumettre au correcteur. Et puis, vérifier une chose, en tout cas, dans mon cas, c'était un majeur, c'était de vérifier les dates, savoir si tout concordait dans le temps, la chronologie des événements. Les distances, il faut savoir qu'à cette époque-là, on n'a pas de boulevard, on n'a pas d'autoroute, ainsi de suite. Donc, il faut essayer de s'imaginer. Les gens se déplacent beaucoup à pied, se déplacent sur les cours d'eau, c'est les autoroutes à l'époque. Est-ce que le courant est dans un sens ou dans l'autre sens? Ça, c'est quand même important. Ce qui fait que quand on part de la France, on s'en vient en Nouvelle-France, ça prend plus de temps que de partir de la Nouvelle-France puis retourner en France. Parce que les vents ne sont pas dans la même direction. Il faut tenir compte de ces choses-là. Et dans notre cas, nous avons rédigé un dictionnaire de la parlure. Parce que, bon, c'était un peu une fantaisie de ma part, mais je voulais qu'on ait un langage un petit peu plus typique, un peu plus d'époque, si on veut, ce qui n'était pas nécessairement vrai à cette époque-là, mais ça donne quand même de la couleur, dans mon cas, au roman. Et puis les gens aiment ça, en tout cas. J'ai eu des commentaires intéressants, ce qui fait que du premier tome au dernier, avec le temps, il y a une évolution au niveau des dialogues, c'est-à-dire qu'il y en a plus, il y a plus de parlure aussi. Alors, donc, il fallait avoir, comme on dit, un dictionnaire, de façon qu'on écrive moi, je pourrais dire, les mêmes situations de la même manière d'une page à l'autre, d'un chapitre à l'autre, sinon le lecteur ne se comprendrait pas. Ça, c'est un peu une particularité dans mon cas. Bon, la mise en page, c'est l'infographiste, évidemment, qui fait le travail. Moi, j'ai négocié 2 passes de correction, c'est-à-dire qu'on va faire une première infographie, on va recevoir la copie qui était faite, on va faire une première correction et je demandais de recevoir une deuxième production, si on veut, et on refaisait une correction. Alors, ce qui fait, c'est une étape quand même importante. C'est dans notre cas, de la façon que la manière qu'on travaillait, c'est que moi, je prenais la version que je recevais, je faisais mes premières observations ou corrections, et j'avais 2 correcteurs, un correcteur et une correctrice. Alors, après ça, je les retournais à un correcteur dans un premier temps, et la copie s'en allait par la suite à la correctrice. Ça veut dire qu'on était 3 personnes qui passaient à travers la même copie. On retourne à l'infographiste, ils font les corrections et on refaisait le même exercice une deuxième fois en espérant que là, on était correct. Et à tout fin pratique, là, je vais vous dire, on a trouvé peut-être une erreur maximum par tombe. En tout cas, ce qui m'a été rapporté par des lecteurs. Puis il y avait raison de toute façon, ce qui veut dire qu'on avait fait, je pense, un bon travail. Choisir notre police, choisir la présentation, est-ce qu'on va utiliser la lettrine pour partir le chapitre? En tout cas, ça, c'est toutes des choses qui peuvent être discutées avec les infographistes. C'est pas plus dispendieux en passant. On a produit une version électronique en PDF. On a réalisé que c'était une version qui coûte moins cher. Et dans notre cas, écoutez, 99,9% des gens achètent le livre papier. Les gens, ils veulent avoir le papier. Mais de toute façon, on a la version électronique, ce qui fait que la journée
qu'on n'aurait plus de copies papier, ben, au moins les gens pourront se procurer aux éditions Histoire Québec la version en PDF ou numérique si on veut. Le code barre, ben ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ça parce qu'à ce moment-là, en ayant le code barre, ben, les librairies aiment ça parce qu'eux, ils peuvent coder leur prix de détail, toute l'information du livre. On achève, ça ne sera pas long, page de couverture intérieure, parce que moi, j'ai eu un problème, puis là, c'est pour ça que je vous en parle. Il faut qu'il y en ait une page à l'intérieur du livre, c'est-à-dire dans les premières pages, qui est identique au couvert, mais excepté évidemment pas de, pas de couleur, puis pas de photo ou quoi que ce soit, mais les mêmes informations, c'est la même chose. Après ça, on s'en va à l'impression. Ben, là, il faut déterminer le nombre de pages, la qualité du papier, le format. Encore là, il y a de la correction à faire, déterminer une date de livraison et garder tous nos noms de contacts et leurs fonctions, qu'est-ce qu'ils font à l'imprimerie. Comme vous voyez, j'ai fait affaire avec la compagnie Marquis. Et bien, faire un lancement, ça, je vais vous avouer que c'est intéressant. Il y a beaucoup de copies qu'on va vendre, mais il faut considérer aussi qu'il y a des coûts de faire un lancement. C'est beaucoup de travail aussi parce qu'il faut évidemment inviter des gens. Alors, c'est beaucoup de courriels, puis de lettres, et ainsi de suite à faire, à lancer d'un bord vidéo. Question de budget, ben écoutez, je l'ai mis, j'ai mis un tableau, j'ai mis quelques points qui peuvent être intéressants parce que je m'attendais à avoir une question là-dessus à la toute fin. L'infographie, ça, c'est le premier tome que j'ai publié en 2018. Le Post Canada, parce que quand même, on a eu des coûts de ce côté-là. Marquis, l'impression. Mon cadeau, ben ça, c'est sûr qu'il y a eu des arrangements avec. Dans mon cas, j'ai fait des arrangements avec mes correcteurs. Alors, j'ai pas eu à débourser en tant que tel, mais je leur ai quand même offert de quoi pour les, euh, les compenser, si on veut. Puis bon, le lancement, ben, c'est le lancement. Voyez-vous, dans ce cas ici, on a imprimé 263 copies. Il faut calculer que dans ce cas ici, il y avait 11 copies gratuites. Alors ça rentre, je veux dire, dans le coût de production. Il faut considérer que ces copies-là, vous les payez, donc il faut les additionner à votre coût. Et après ça, bon, les éditions Histoire Québec, bien, vous savez, il y a 20 qu'on retourne aux éditions Histoire Québec. Alors, si votre livre se vend à 32,50 chez l'éditeur, à ce moment-là, une fois qu'on a donné le pourcentage à l'édition Histoire Québec, bien, c'est 26 Dans le cas, si vous vendez à travers une librairie, si vous n'avez pas d'entente, comment je pourrais dire, en dehors des normes, parce que la norme provinciale, c'est 40. Si on prend le cas d'une librairie, une fois que la librairie a passé, les éditions Histoire Québec ont passé, sur un livre qui se vend 32,50 il va vous revenir 13 Alors, ce qui fait que, vous le voyez, mon coût de 16 et 13, si je m'en vais dans une librairie, ça me revient à 13. Moi, je ne m'en fais pas avec ça parce que je me dis, on n'en vend presque pas dans les librairies. Mais de toute façon, ça nous aide aussi à développer du volume. Au niveau de la correction, les tarifs, si on s'en va avec l'association des correcteurs, ben, les coûts, c'est à peu près pour une épreuve, là, je parle pour un livre à peu près de 240 pages, ça vous revient à peu près 500 pour la première passe, si on veut. Et puis, si vous allez après une deuxième révision, pour une révision, c'est à peu près 400. Ça veut dire qu'il faut figurer pour un 240 pages. Ici, dans mon cas, c'est juste de l'écriture, il n'y a pas de photo, là. Alors, il n'y a pas de visuel, donc ça veut dire que c'est 900 à 1000 à peu près. Ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et puis, moi, je vous conseille de faire un contact avec le Conseil des arts du Canada parce qu'avec eux, c'est sûr que vous avez un formulaire à remplir. Euh, c'est comme vous allez avoir un partage d'une assiette que le gouvernement met quelques millions dans une assiette, façon de parler. Il y a 18 000 auteurs qui vont se la partager, mais ça, par contre, il faut être dans les librairies. Alors, ce qui fait que lorsqu'ils font le sondage, ils réalisent que votre livre est dans une librairie, bien, vous êtes noté, puis à la fin de l'année, bien, vous allez recevoir quand même peut-être un 50, 75, 100 en tout cas, dépendamment du nombre pas de librairies, de bibliothèques. Je m'excuse, je me reprends. Pas librairie, mais je parle de bibliothèque. Ça, c'est pour compenser le fait que les livres sont lus dans les bibliothèques, mais ces gens-là n'ont pas acheté le livre.
la bibliothèque, elle l'a acheté. Alors, ce qui fait que ça vous donne une certaine compensation. Ça, c'est pour 10 ans. Alors, dans mon cas, ben, chaque livre, ben, c'est 10 ans selon la date qu'on l'a inscrit. Et je vous dis merci. Alors, on peut passer à la période de questions. Là, je vais juste me débarquer. Là. Oui, André, je Ah, prendrai la parole, mon cher. Alors, oui, on te remercie profondément pour ta démarche. Tu as pris le temps pour nous et nos membres. C'était une présentation très inspirante et bien illustrée du potentiel de publier aux éditions. Donc, on invite nos membres ici présents qui ont des projets à marcher dans tes traces et se joindre, bien entendu, au catalogue fort riche et diversifié des éditions. Pour la deuxième partie, je laisserai la parole au directeur général de la Fédération, Jean-Ré Régazi, qui est également rédacteur en chef du magazine Histoire de Québec, et sa collègue Roxane Martineau, qui est adjointe au projet, puis qui donne aussi un coup de main pour la révision des articles qui sont soumis au magazine. Et puis, en ce qui me concerne, s'il y a des questions, vous pouvez vous adresser à moi par courriel. L'adresse courriel est histoirequebec.qc.ca. Donc, j'appelle mon nom, c'est Martin Parent, président des éditions. Alors, merci encore de votre présence. Et puis, André, je t'invite à rester parce que suite à la présentation de Jean et Roxane, tu pourras répondre aux questions si tu le veux bien. d'accord. Merci beaucoup, Martin. Merci, André. Merci. Effectivement, j'en ai pour quelques minutes pour vous présenter les services des éditions Histoire Québec, puis on va prendre les questions globalement. Je suis certain que vous avez beaucoup de questions pour André, mais peut-être que je vais y répondre. Peut-être pas, et André va rester là avec nous pour en parler. Ok. Euh, André nous a fait un très bon topo de comment faire, comment partir de ses intérêts, de ses recherches historiques pour en faire un livre. André a fait des romans historiques, mais il s'est aussi récompensé, sa société d'histoire s'est aussi mérité le prix Léonidas Bélanger pour un livre qu'il a accompagné. Donc, il a ce sens de la rigueur qui est très apprécié au sein des sociétés d'histoire. Pour publier, si vous êtes intéressé vous-même à publier aux éditions Histoire Québec, un petit topo sur la maison d'édition. Les éditions Histoire Québec ont été fondées en 2002 afin d'offrir un nouveau service aux membres. C'est-à-dire que c'est un organisme à part, ce sont des enregistrements différents, mais globalement, vous retrouverez les mêmes personnes qu'à la Fédération Histoire Québec, le même personnel, les mêmes administrateurs, avec parfois des compétences qui vont aller être cherchées à l'externe. Oups, pardon. Pour compléter, je salue d'ailleurs, je vois que Janine est dans les parages, Janine Ouellette, qui a été très, très efficace, très active et qui l'est toujours d'ailleurs aux éditions Histoire Québec. On va chercher parfois des gens en journalisme, en édition pour compléter et pour vous offrir un meilleur service. Euh, Cette maison d'édition permet l'édition et la diffusion d'ouvrages des organismes, membres et des auteurs qu'ils parrainent. C'est très important. C'est vraiment cette notion de service aux membres qui est mise de l'avant dans les éditions, en mettant en avant les valeurs qui sont celles de la fédération et des organismes membres, à savoir mettre en lumière l'expertise et les contenus qui sont détenus par les sociétés membres et par les gens qui les composent. Qu'est-ce qu'on fait pour vous? Qu'est-ce que font les éditions pour vous? Concrètement, les éditions Histoire Québec vous fournissent des ISBN pour les versions papier comme pour les versions numériques. C'est un code qui est essentiel, qui va faciliter le repérage de votre ouvrage. André, vous avez montré tout à l'heure les codes barres, pardon, j'ai perdu le mot. Le code barre est lié à l'ISBN. C'est ce qui va faire que votre livre est unique, facilement repérable, facilement identifiable par les libraires, facile à placer dans les boutiques. Pardon. Facile à placer dans les boutiques et facile à vendre. Les éditions s'occupent aussi de faire des dépôts légaux, des dépôts qui sont obligatoires selon la loi pour tout ouvrage publié au Québec et au Canada. Les éditions font le dépôt aux deux niveaux de gouvernement. Les éditions Histoire Québec inscrivent vos ouvrages à la BTLF, la Banque de titres de langue française, ce qui permet de les ajouter à Memento, qui est une base utilisée par les libraires pour voir les nouveautés, pour commander les livres auprès des clients.
et qui donne une meilleure visibilité à vos livres. On parlait tout à l'heure du programme des bibliothèques. Si vous voulez que votre livre se retrouve dans les bibliothèques, il faut que votre livre soit inscrit à BTLF pour qu'un libraire puisse le commander. Après, vous pouvez faire tout le Bataclan que vous voulez pour que le livre soit acheté par les bibliothèques, mais les bibliothèques sont contraintes d'acheter leurs ouvrages uniquement par le réseau des libraires. Donc, vous êtes contraint de passer par la BTLF pour avoir un livre en librairie. Les éditions Histoire Québec font également la promotion de vos livres dans le magazine Histoire Québec. On l'a vu dans nos réseaux sociaux, dans nos événements. On essaie d'en apporter le plus possible à chaque fois qu'on a une rencontre en personne, sans parler des efforts qu'on peut faire dans nos différents outils de communication. On vend vos livres dans les événements, dans la boutique en ligne, avec un taux très avantageux. On va voir ça tout à l'heure. Et nous traitons avec Copybec pour les droits de reproduction. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Pourquoi publier aux éditions Histoire Québec? Quels sont les avantages? Publier aux éditions, ça vous permet de conserver le contrôle créatif de votre livre. Vous avez la grande liberté dans votre manuscrit, dans la production du livre, dans le processus de création, de révision. On ne s'implique pas nous-mêmes dans le manuscrit. On demande simplement d'indiquer que le livre est édité par les éditions Histoire Québec. Vous allez voir quelle démarche très simple ça prend. En publiant aux éditions Histoire Québec, vous recevez plus de redevances que si vous publiez avec un autre éditeur. On parlait tout à l'heure du 40% des libraires qui est la norme, qui est en fait encadrée. Généralement, chez un éditeur typique, il n'y a pas d'encadrement juridique, mais c'est une pratique qui est observée. L'auteur reçoit 10%. Après, les autres chiffres se distribuent. Pour les éditions Histoire Québec, la société parrainant la publication d'un livre reçoit 80% du prix de vente de leur livre. C'est vraiment conçu comme un service aux membres. Donc, pour nous, l'argent va à la société d'histoire qui parraine. On verra plus tard les différentes ententes qui peuvent être prises, mais il y a cette portion qui est le fait que le 20%, c'est le service qui couvre un petit peu le temps que les éditions y mettent, mais le reste, tout vous revient. Et bien sûr, si vous vendez votre livre à vos événements ou à d'autres événements où la fédération n'est pas, 100% vous revient. On ne va pas prendre une cote sur les ventes que vous faites vous-même. Encore une fois, les éditions ont été conçues comme un service aux membres. Le 20% du prix de vente sert principalement à la préparation et à l'expédition des commandes. On se charge aussi des frais de livraison, de l'envoi, des suivis le cas échéant dans tout le Québec, dans tout le Canada, dans le monde entier. Et le 20% couvre aussi la bonification des services, parce que c'est l'idée de mutualiser les efforts et de bonifier les services qu'on offre à tout le monde. Si vous choisissez de contribuer avec votre ouvrage aux éditions Histoire Québec, vous allez faire en sorte que les services soient meilleurs pour tout le réseau des sociétés d'histoire. Comment publier aux éditions Histoire Québec? L'auteur ou l'autrice doit être parrainé par une société membre. Si l'auteur ne l'est pas, on peut toujours faciliter les contacts entre un aspirant auteur et une société d'histoire qui est proche de chez lui, qui est locale ou qui a des intérêts proches selon la thématique qui est approchée. L'auteur doit avoir une entente avec l'organisme détaillant le partage des redevances et des coûts de production. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, je suis certain que dans le fonctionnement des éditions, 80% va à l'organisme qui parraine parce que on est un organisme, la fédération, les éditions travaillent pour les organismes en histoire. Fait que notre intérêt, c'est que les organismes en histoire et patrimoine puissent continuer à se financer. Mais il y a plein de possibilités de financement divers. André vous parlait tout à l'heure de l'entente avec la Société d'histoire Société Histoire et Patrimoine Île Bizarre Sainte-Geneviève, c'est que l'auteur garde tout avec des contributions autres. On a vu des ententes passer avec jusqu'à remboursement des frais d'impression auxquels la Société d'histoire a contribué. Le remboursement est fait à la Société d'histoire, puis après, c'est réparti autrement. C'est vraiment l'auteur et la Société d'histoire qui s'entendent. On a quelques modèles si vous voulez vous voir les différentes proportions que vous voulez partager, mais on est dans cette première étape de rencontrer la Société d'histoire. Mettez-vous d'accord avec le conseil d'administration de votre Société d'histoire pour assurer la gestion des communications et la gestion des redevances.
Du côté de l'organisme membre, une fois que cette entente est faite du côté local, l'organisme et les éditions Histoire Québec signent une entente qui clarifie que les éditions Histoire Québec n'interviennent pas dans la production du livre, qu'elles vous laissent mettre de la production, graphisme, révision, impression. Pardon, j'ai perdu ma page. On clarifie ensemble le nombre de copies qui est dû, ne serait-ce que pour les dépôts légaux. Vous savez qu'il y a un certain nombre de copies qui doivent partir de copies physiques qui doivent partir dans les librairies, dans les bibliothèques publiques, bibliothèques gouvernementales. On clarifie également le format du livre, le partage des redevances. Vous verrez que les redevances sur les ventes des livres aux éditions Histoire Québec sont envoyées chaque année par les éditions à la Société d'Histoire, à moins d'une entente contraire, au mois d'avril en général. On traite aussi les revenus de Copybec, qui sont des revenus de redevance, de droits de reproduction, qui, eux, arrivent tous les 2 ans. Donc, tous les 2 ans, vous avez, en plus des droits de vente, des droits de reproduction qui viennent dans votre compte directement. Pour le processus de publication, donc vous finalisez votre manuscrit. La société parrainant la publication contacte les éditions pour exprimer le souhait de publier avec nous. On signe la convention d'édition entre édition, société et auteur au besoin, déterminant les droits, les devoirs de chacun, en garantissant par exemple que le contenu est une œuvre originale, que l'auteur cède ses droits d'exploitation aux éditions, notamment, c'est-à-dire le droit d'exploiter et de vendre le livre partout dans le monde. Et en échange, les éditions s'engagent à faire de la publicité, à présenter le livre, à le diffuser selon ces services qui ont été explorés. Nous pouvons vous fournir un modèle de page de crédit. L'enjeu était tout à fait pertinent soulevé par André. On s'assure de la présence des différents logos, le logo des éditions, le nom de la société, qui est en fait le nom de la collection. Par exemple, les livres d'André Laniel sont édités par Éditions Histoire Québec dans la collection Société du patrimoine, Société Histoire et patrimoine, Île Bizarre Sainte-Geneviève. Chaque nouvel ouvrage d'une société ouvre une collection au nom de sa société. C'est comme une petite fierté à chaque fois qu'on arrive à donner une nouvelle visibilité à un organisme. On poursuit par l'inscription à la banque de titres de langue française, donc tous les détails qui vont être le nombre de pages, le format, le type de couverture, le prix du papier, le prix du numérique. L'auteur, ça nous prend le nom et la date de naissance et la date de parution. Puis on peut généralement, on peut tenter de faire une prévente, notamment en ligne. Ça a beaucoup marché dans les précédentes, c'est quelque chose qu'on continue à développer grâce à vous. On travaille à avoir tous les éléments pour faire une prévente. Puis autant que possible, par la suite, bien sûr, on vous accompagne dans les différents événements de lancement. On vous soutient pour les prix, si vous voulez déposer votre ouvrage à un prix, à une récompense, bien sûr, on peut fournir les exemplaires numériques et des lettres d'appui. On peut envoyer des exemplaires au service de presse pour des recensions. C'est quelque chose qui est arrivé récemment. On continue la diffusion. On a parlé du magazine, donc vous avez non seulement la publicité dans le magazine Histoire Québec, vous avez également des recensions. Janine Ouellette en est une grande. Janine Ouellette adore vous lire et faire des recensions qui sont très, très flatteuses pour le travail qui est fait dans les sociétés d'histoire. Ça, c'est un exemple parmi d'autres de tables de vente où on ajuste le contenu par rapport au public. Ici, on était à Montréal, c'est qu'on a fait vraiment la grande région de Montréal. Très loin même, on est allé jusqu'en Mauricie. En petite primeur, pardon, j'avais la page des réseaux sociaux, donc nos communications vont également avec les réseaux sociaux. Puis si vous pratiquez la page de la Fédération ou des éditions, vous pouvez voir que directement depuis Facebook, quelqu'un peut faire un achat et le glisser dans son panier. Donc ça facilite l'appel à l'action, comme on dit. Et donc la primeur, c'est la page, la nouvelle page de la Fédération Histoire Québec, qui avait besoin d'un grand coup de jeune. On y est. Là, vous avez la primeur parce que la page est encore en version test. Elle devrait être dévoilée dans les prochains jours. Mais quand on vous dit qu'on travaille vraiment pour vous, le plus gros du chantier de ce site web, c'était de refaire la boutique, notamment d'inclure
la possibilité de télécharger les livres numériques et de pouvoir d'acheter des livres numériques, ça on pouvait déjà le faire, mais de les acheter avec la protection nécessaire pour que la personne les achète, les reçoive immédiatement avec un filigrane qui l'authentifie à cette personne et qu'il y a une lecture, une diffusion contrôlée. Et également, dans toute la volonté de distribuer vos livres partout dans le monde, quelqu'un qui va acheter vos livres va pouvoir, en renseignant son code postal, avoir le prix juste de l'expédition. Fait que l'argent qui est payé est vraiment utilisé pour être renvoyé aux auteurs. J'aurais fini de mon côté, ce qui laisse la parole ouverte à la période ouverte à toutes les questions. Merci beaucoup. Ok. André, est-ce que votre présentation sera accessible? Moi, c'est certain que la mienne, je la rends accessible avec plaisir. Est-ce que Je peux la rendre accessible parce qu'il y a peut-être la question des chiffres qui est peut-être Mhm. un peu confidentielle, mais de toute façon, depuis ce temps-là, il y a eu tellement d'augmentation dans le papier et ainsi de suite. Enfin, moi je n'ai pas de problème. D'accord. C'est sûr que si vous avez besoin de documents ou de modèles ou de cas pratiques, l'intérêt de nous contacter, c'est de voir si on a des modèles budgétaires à vous communiquer, notamment quels sont les chiffres auxquels vous devez penser. Euh, André parlait du lancement, c'est tout à fait pertinent de dire, oh, il faut mettre un petit argent de côté pour le lancement. Ou des modèles ou des contacts. Ah, on cherche combien pourrait nous coûter la mise en page, combien pourrait nous coûter l'impression. On a peut-être des on a peut-être des budgets. On a également des contacts chez les imprimeurs, dépendant bien sûr du volume que vous souhaitez éditer. Il est possible que je pense que je peux pas dire le nom de la personne, mais une des dernières publications, une des plus récentes publications, a obtenu un 10% chez l'imprimeur, juste parce que on l'avait envoyé directement vers cette imprimeur. Comment fonctionne le choix des ouvrages par les éditions Sport Québec, comité de sélection, critères, etc. Très bonne question. Les éditions sont vraiment dans l'optique de faire confiance à l'intelligence des sociétés d'histoire, à l'intelligence collective qui anime les organismes en histoire et patrimoine. À partir du moment où une société d'histoire estime qu'un livre est digne de paraître avec son sceau d'approbation, avec le nom de collection société d'histoire un tel, pour nous, c'est un gage de qualité. Fait que c'est pour ça qu'on on refuse beaucoup d'auteurs individuels parce que il faut qu'il y ait une relecture qui soit faite dans les organismes, dans les sociétés d'histoire. C'est cette notion de mise en valeur d'une expertise interne aux sociétés d'histoire qu'on veut mettre de l'avant. On n'aurait pas les compétences pour dans un comité de lecture, estimer la qualité d'un apport qui est vraiment propre à une société d'histoire. Je regarde si on a d'autres questions. N'hésitez pas. Roxane, Martin, bien sûr, si vous voulez compléter. Donc, pour reprendre cet exemple-là, Guy Boulanger, Oui, je cherche. avec l'exemple au début de la présentation, quand on parlait de relecteur, de correcteur, Mhm. c'était à l'intérieur de la Société d'histoire, c'est ça? Dans mon cas, c'est des gens à l'intérieur, mais moi, je pourrais dire, c'est pas des gens nécessairement impliqués dans la société d'histoire. C'est son métier, c'est sa profession. Et puis, en échange de services que j'ai déjà rendus dans le passé, bon, il a accepté de faire un arrangement avec moi. Et l'autre personne, moi, je savais que c'était une personne qui est très qualifiée au niveau de français, la syntaxe et tout. Parce que la difficulté, lorsqu'on écrit, moi, en tout cas, dans mon cas, lorsque j'écris, je l'ai dans ma tête, je lis dans mon texte quand même si c'est pas exactement. C'est plate, mais c'est ça. Mais quand je le relis au bout de 2, 3 semaines, là, c'est là que je commence à réaliser que j'ai peut-être fait des petites erreurs ici et là. Mais n'oubliez jamais une chose, hein? Laissez mûrir votre texte, comme je vous Oui. dis, et faites relire vos textes. Puis avant, dans notre cas, je ne l'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure, je voulais essayer d'accélérer. 30 minutes, c'est quand même assez court ce que j'avais à donner. C'est un résumé là, que je vous ai présenté. Mais je vais vous dire, on a fait des relectures 2 à 3 fois avant de donner le OK final, comme on dit. Parce que quand vous pesez sur le bouton, là, ça s'en va à l'infographie. Là.
c'est engageant. Là, on s'en va dans le vrai. Là. On peut presque plus reculer. Là. J'aurais deux petites autres questions. On parle de société d'histoire, mais dans la présentation, on mentionne société membre, je pense. Donc, il y a des sociétés d'histoire qui sont des sociétés d'histoire et de généalogie, les deux. D'autres qui ne sont que de généalogie. Je pense que le critère de base, c'est être société membre de la Fédération Histoire Québec. C'est ça? Oui, oui, absolument. On dit société d'histoire parce que c'est l'ancrage historique, mais les organismes en histoire et patrimoine qui constituent les 300, on est aujourd'hui à Oui. 328 membres de la fédération portent plein de titres, ont des missions très diverses. Elles sont toutes réunies sous la même ambition de faire de l'histoire entre citoyens et être motivées par un but non lucratif. Donc, à partir du moment où une société ou un organisme, vous voyez, ou un organisme est membre chez nous, est membre à la Fédération Histoire Québec, il peut tout à fait publier aux éditions Histoire Québec. Parfait. Et dernière question, question un peu technique, et puisque vous êtes impliqué seulement qu'à la toute fin au niveau de la publication. Généralement, on écrit en 8,5 par 11, mais souvent on publie en 6 par 9. Est-ce qu'on doit ajuster dans le cours de la production de l'autre côté en 6 par 9, ou si automatiquement la production va faire l'ajustement de 8,5 par 11 à 6 par 9? Je ne sais pas si on comprend. Oui, Roxane, tu me corriges, mais on voit beaucoup si vous regardez les différents ouvrages qui sont publiés aux éditions, vous allez voir tous les formats, il n'y a pas d'unité visuelle à moins que ce soit une collection André Daniel a fait l'exemple de reprendre le même infographisme, donc d'avoir le même format, le même visuel qui se répète, mais on n'a pas de regard sur le format que vous choisissez. Est-ce que c'est une plaquette? Est-ce que c'est un A4? Pas A4, 8,5 par 11. C'est vraiment vous qui êtes libre de l'aspect visuel que Non, vous ce que souhaitez. je veux dire, c'est est-ce qu'on doit prévoir de notre côté est-ce qu'on doit livrer le manuscrit en format 6 par 9 avec les marges correspondantes, ou si on produit en 8,5 par 11 et quelqu'un dans la production va s'occuper du transfert du format et des marges. La réponse courte, c'est l'infographiste qui va faire le travail. OK. Mais là, c'est sûr que vous avez à discuter avec. En ce sens, vous allez présenter votre manuscrit en 8,5 par 11, normalement double interligne. Le nombre de caractères, je ne m'en souviens pas, je pense que c'est à peu près 80, là, grosso modo. Et puis, c'est ça, vous présentez chez l'infographiste et puis de là, vous allez pouvoir discuter. Vous allez discuter du format. Vous allez pouvoir discuter de la couverture parce qu'il y a des coûts hein, pour la photo en passant sur la couverture. En tout cas, ça, c'est des choses que vous allez discuter avec votre infographiste, mais partez avec votre document de 8,5 par 11. Parfait, merci. Est-ce que je peux vous poser une question à vous deux? Allez-y, Vous Christiane, oui. Vous Oui, m'entendez? Oui. oui. Bon, moi, je termine un livre sur la vie de mon ancêtre qui est arrivé en Nouvelle-France, le pionnier. Alors, ce n'est pas un roman, c'est un documentaire. Mhm. Il est truffé de cartes, de photos, d'images. Et j'ai déjà fait moi-même la mise en page. Donc, à ce moment-là, j'aurais besoin d'un infographiste, moi, pour la page couverture, essentiellement parce que le texte est tout arrimé avec les images. J'ai déjà eu une révision linguistique. Bon, vous, Monsieur Daniel, je crois comprendre, c'est un roman, vous devez avoir essentiellement du texte. C'est juste du texte. C'est ça. Donc, vous avez passé par un infographiste, mais moi, j'en aurais moins besoin. Est-ce que c'est correct ce que je dis, ce que je pense, là? Moi, je vais Non? vous avouer, ça dépend de votre clientèle que vous visez, mais je ne jouerai pas là-dessus. Moi, je pense il faut présenter un produit professionnel. Moi, je ne vous connais pas, là, je veux pas, je porte pas de jugement là, quand je dis ça. Mais j'en ai vu beaucoup de documents parce que je travaille, je donne des ateliers d'écriture, puis j'en ai vu des gens qui ont fait leur travail eux autres mêmes.
ça ne fait pas la même présentation. Ça, c'est une chose. Au niveau de votre couverture, écoutez, c'est sûr qu'il y a des coûts. Parce que, Oui. pour avoir une photo, si c'est l'infographiste qui va chercher une photo, il va avoir un coût environ 50-60 $ en Oui, gros. ça, je suis d'accord avec ça, c'est déjà prévu. Puis l'endos du livre aussi. C'est pas pour une OK. question de coût, là, c'est parce que je l'ai déjà fait, il est comme je veux qu'il soit. En tout OK. cas, euh, l'autre question, c'est peut-être pour l'autre monsieur. Euh, Si je suis parrainée par une société d'histoire, est-ce que moi aussi je peux transiger avec vous ou est-ce que j'ai le droit de vous parler ou c'est seulement la société d'histoire? Vous avez le droit de nous parler. Certain que nous, C'est ce qu'on parce que préfère, je vous ai déjà contacté et on m'a dit poliment que non. Et je ne pouvais pas parce que je suis un individu. Faut que je dois être parrainée absolument. vous devez être parrainé absolument. Nous, on a besoin d'une entente qui, quelque part, clarifie avec qui est l'interlocuteur. Un OK? exemple récent, c'est un autre exemple où le, le, le- la responsabilité a été assumée 100% par l'auteur, mais le livre était parrainé. Donc, on a communiqué avec l'auteur pour tous les détails techniques, les derniers ajustements. On a communiqué uniquement avec l'auteur, à part la fois où la présidente, la personne en présidence de la société d'histoire nous a confirmé que c'est bon, on s'est arrangé, c'est un tel qui va OK. gérer. OK, mais donc l'auteur peut participer. Hop, oui, bien sûr, bien sûr. Mon autre question, vous aviez dit Mhm. tantôt, si la société révise le livre et trouve le contenu acceptable, à ce moment, j'ai quand même besoin d'être parrainée par la dite société chez Mhm. vous. Je peux pas arriver chez vous et dire, ben, la société X a approuvé mon Non. document. Non? OK. C'est vraiment on est un organisme qui est un service aux membres de la Fédération Histoire Québec, donc qui est aux organismes membres de la Fédération Histoire Québec. Il faut vraiment nous voir comme un avantage d'être membre chez nous, d'être un organisme membre chez nous. Euh, OK. à de très rares cas, on a publié des individus, mais c'est parce qu'ils étaient des gouverneurs. Fait qu'il y a comme devenez gouverneur, mais pour devenir gouverneur, il faut être membre honoraire d'une société Ah, d'histoire. C'est que c'est la boucle, oui, la oui. porte pour laquelle. OK. Excellent. Monsieur Laniel, si jamais je veux vous reparler, moi, est-ce que je peux avoir votre adresse courriel ou c'est Oui, certainement. Ça me fait plaisir, madame. Je peux c'est même vous parce que la donner en public, là, si vous oh voulez oui, la non, non. prendre. C'est parce que je sais bien, je peux pas vous tenir en ligne une demi-heure, là, prendre la place de tout le monde, mais juste si vous me donnez votre adresse, moi, je vais laisser la parole aux autres après. OK, je vais vous la donner, elle est simple. C'est André.Laniel, en commercial, Vidéotron.ca. OK, parfait, merci. Mais Merci. pour revenir à la Oui, question au niveau du parrainage, il faut oui. que il faut que la société d'histoire ou l'organisme en question qui est membre de la fédération passe une résolution en conseil Mhm. d'administration. Oui, que son CA soit d'accord. C'est sûr. Ouais, une C'est pas. résolution. Oui, oui, oui. OK, Il faut que je parfait. présente l'ouvrage au CA aussi. Exact. C'est une des Oui, conditions de toute façon des éditions Histoire Québec. oui. OK, parfait. Ben, merci. Bienvenue. Bienvenue, madame. Je vais Merci, répondre à la monsieur. question de Marie-Claude Deschênes de la Baie James. Certains éditeurs exigent que les auteurs achètent un lot de plusieurs centaines d'exemplaires de livres. Est-ce que c'est le cas avec les éditions Histoire Québec? Non. On exige un nombre de livres pour nous, qui est, je pense, Roxane, de 16 peut-être, incluant les livres qui vont être envoyés dans les dépôts légaux à la BANQ et à Bibliothèque et Archives Canada. Puis le reste, Roxane, est-ce que tu veux prendre la parole sur le nombre de livres? Oui, j'ai pas le nombre exact, mais c'est une dizaine de livres. En fait, c'est ça, c'est qu'on a besoin de 4 exemplaires pour les dépôts légaux. On en garde dans nos archives à nous. Et le reste, c'est ceux qu'on garde pour nous, pour les vendre, par exemple, via notre site ou via des événements. Et ça peut arriver que si on les a tous vendus, ben, on va vous recontacter pour vous dire, ben, on les a tous vendus, est-ce que vous pouvez nous envoyer d'autres pour qu'on continue à les vendre? C'est ça. Il y a des exemplaires de dépôt légal, puis le reste, c'est de la consigne. On a des exemplaires en archive, on a 2 exemplaires en archive, et le reste, c'est de la consignation. Donc, c'est des choses qui vont, des copies qui vont alimenter nos inventaires pour le site web, les ventes.
Puis on surveille de très près quand peut-être que Louise Douville vous a déjà contacté en disant on arrive à 2 exemplaires, faites vite un envoi, ou est-ce qu'on peut faire un envoi rapide. On surveille de très près les inventaires pour pouvoir vous ramener les ventes. Pardon, je cherchais les questions. Il s'agit donc d'édition à compte d'auteur chez Éditions Histoire Québec. Oui, pour l'instant, on est plus proche de la maison d'édition à compte d'auteur. C'est certain qu'on bonifie les services autant que possible. Monsieur Daniel, aviez-vous beaucoup de photos, cartes d'enveloppe? Ok, ça, c'était la question de Madame de Christiane. Et Oui, c'est ça, c'est ma question. ouais, je vais répondre aux questions vraiment édition, puis après on pourra aller dans le travail de recherche historique d'André. Est-ce que vous visez seulement l'histoire ancienne ou des œuvres plus récentes sont intéressantes? Deuxième Guerre mondiale, recevable. En fait, dans le plus récent, j'essaie de me rappeler la période la plus récente qui est couverte. Je sais qu'on va jusqu'aux années 60, dans années 1960 dans un des plus récents. On n'a pas de de l'histoire. Il n'y a pas d'enjeu de date. J'essaie de me rappeler vers quelle date on est allé, mais la période est vraiment à la discrétion de la société d'histoire qui parraine et de l'auteur qui est partenaire. Jean, juste pour te guider là-dessus, souvent les sociétés d'histoire qui vont publier un livre d'histoire de leur région, si on veut, à ce moment, ils vont l'amener le plus récent possible. OK. Quelles sont les meilleures banques numériques que les auteurs potentiels peuvent consulter? Pierre, est-ce que je peur de ne pas comprendre l'idée de banque numérique? Est-ce que vous êtes avec nous, Pierre? Pierre. Oui, Oui. oui, je suis en train de faire une recherche sur des actes notariés sur un personnage qui a vécu autour de 1825 à 1852, 62. Et on se sert surtout des actes notariés. Donc, BANQ, on va dans Family Search, ça. Est-ce qu'il y a d'autres banques? C'est avantageux maintenant avec l'Internet comparativement aux chercheurs d'autrefois hein, de trouver des sources. Il y a des champs énormes à découvrir sous le plan de l'histoire. Donc, nous, on cherche surtout avec les actes notariés, mais l'Internet nous permet aussi de trouver d'autres documents. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ce soir avec nous qui peuvent nous dire où ils cherchent, eux, qu'est-ce qu'ils trouvent. Est-ce qu'il y a une liste de banques numériques pour faciliter la recherche? Philippe Beaulieu évoque la banque de données Parchemin. On a eu une formation récemment en généalogie qui pourrait compléter une formation avec Denise Daigle de la Société d'histoire de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire qui pourrait compléter les différentes sources à étudier pour des recherches. André, avez-vous d'autres pistes? Non, pas vraiment. Je pense qu'il a souligné quand même les bonnes bases, c'est-à-dire bonnes bases, les bonnes sources. La banque BANQ, c'est pas mal ce qu'il y a de meilleur, si on veut. Là. Mmh. Ok. Paul Lavigne, est-ce que vous voulez poser votre question au sujet du timing spécifique? Oui, bonjour. Nous, à la Société historique de Saint-Lazare, on vient de compléter l'écriture d'un livre célébrant les 150 ans de Saint-Lazare qu'on va fêter en 2025. Fait que 2 ans de recherche, etc. On a terminé notre manuscrit qui est à environ 290 pages, 650 photos, cartes, etc., qu'on a remis à notre artiste graphique la semaine dernière. Elle va prendre environ 5 mois pour faire le montage, qui est assez complexe. On parle d'un document de 9 par 11, etc. Le timing, point de vue, à cause je sais qu'on demande, quand on fait une demande d'être affilié à la Fédération Histoire Québec, la page titre, la page en arrière, les inscriptions à l'intérieur, on n'est pas nécessairement là encore. Est-ce que ça se fait relativement rapidement? Si on attend que notre auteur, notre artiste graphique a terminé 90% du montage, est-ce qu'on est capable, à partir de ce moment-là, de rédiger les ententes et de finaliser le tout en dedans de peut-être 1 mois, 90 jours, ou ça prend plus de temps pour tout finaliser le tout?
Non, c'est vraiment rapide, Roxane. Est-ce que tu te rappelles les plus récentes? On a fait ça assez rapidement dans le sens où, comme on n'intervient pas sur le contenu interne, mais uniquement sur la page de crédit, l'entente peut être remplie à l'avance, puis on attend que le graphisme soit terminé pour la page de crédit. Pardon, Roxane, je te coupe. Ah non, ça va, c'est juste pour dire que ça peut littéralement être juste une question de jours, littéralement. C'est juste vous nous dites, j'ai ce projet-là, OK, on fait une entente, voici la page de crédit, on vérifie que tout est dessus, ou on vous envoie les logos qui manquent, puis après ça, c'est bon, là. C'est Fait que vraiment pas compliqué. Fait qu'on peut attendre plus tard, là, en 2024, quand la majorité de la mise en page va être faite, avant de vous contacter puis entamer le processus. Ça ne sert pas grand-chose à le faire maintenant si on n'est pas prêt, si on n'a pas les détails finaux, si on veut, là. Oui, ben, d'autant que... Paul, Paul, Oui, on se oui. connaît. Je vais te dire, effectivement, c'est rapide. Moi, je l'ai tout fait au complet. J'ai envoyé un chapitre, puis les premières pages sont importantes. Là, tu connais ça, les pages de crédit, bon, tout ça, la page couverture, ainsi de suite. Ça se fait là, une couple de jours, puis c'est fait. OK. Bon, mais c'est bon, ça nous rassure d'abord. On va attendre un petit peu plus tard, en 2024, pour entamer le processus, là, s'assurer qu'on fait pas des choses là, pour rien puis qu'on attend. Super, merci beaucoup. Et merci, André, pour la présentation. Ça me fait plaisir, Paul. Ok. Je vais juste vérifier avant d'entrer dans la recherche. Meilleure banque numérique. Donc, on complète avec Ancestry, chercher les actes administratifs, qui met le filigrane sur la version PDF qui s'occupe de la distribution. Ça, c'est les services des éditions Histoire Québec. On envoie un PDF qui est protégé, qui est présent, qui est attribué à la personne qui porte la mention de cet achat. Je n'ai plus les termes exacts. Cet achat a été effectué par et qui est verrouillé contre la modification et l'impression. Est-ce qu'on peut uniquement éditer en numérique? Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. On a des livres qui sont épuisés en version papier, mais qui sont maintenant uniquement disponibles en numérique, puis ça marche très bien. C'est pas si vous voulez éviter les coûts d'impression, qui est généralement le plus gros, la plus grosse ligne budgétaire, c'est sûr que le numérique est aussi une possibilité. C'est moi, Christian Malo, Oui, qui a Christian, posé oui. la question. Un auteur Oui, publié chez nous. oui. Oui, c'est ça. Je voulais juste savoir, parce que est-ce qu'au niveau des bibliothèques nationales, tout ça, est-ce que ça pose un problème? Est-ce que ça leur prend absolument une version papier? C'était aussi une sous-question là, de ma question. Roxane aurait peut-être la réponse. Au niveau du dépôt légal, un livre peut tout à fait être en numérique uniquement, puisqu'il a son ISBN qui lui est propre, qui est distinct de l'exemplaire papier. C'est peut-être pour la diffusion et les emprunts et les programmes de compensation des emprunts. Là, c'est moins avantageux. Il y aura toujours la diffusion et les redevances par copyback et la possibilité de l'emprunter numériquement. Mais peut-être que le programme des DPI est moins pertinent. C'est quelque chose à vérifier. On va regarder cet aspect de 100% numérique. Merci beaucoup. Ok, je vais prendre quelques questions d'histoire pour compléter. Pardon. Monsieur Daniel, pourquoi avoir choisi de faire un roman et pas un livre historique sur la cordonnerie qui pourrait inclure une histoire de cas, un cas exemplaire comme celui de votre ancêtre? C'est un défi. C'est sûr que c'est pas simple écrire un roman parce qu'il faut savoir créer de la fiction. Je veux dire, il y a des choses vraies. Tout ce qui est historique est vrai. Il y a rien il y a pas de tricherie de ce côté-là. Écoutez, j'ai effectivement rédigé un article dans le passé sur la cordonnerie à l'époque. Moi, c'était pas le métier qui m'importait de mettre en évidence. Ce qui m'importait, c'était un défi. Je l'ai mentionné au début. C'est quand même quelque chose d'écrire un roman, je vous l'avoue. J'ai suivi beaucoup la carrière de Michel David. J'ai vu comment est-ce qu'il a travaillé ça. Même Paul, tout à l'heure, qui est intervenu, lui aussi a écrit un roman. Lui, c'est sur la famille Lavigne, d'Ipoutré. C'est c'est il n'y a pas de raison particulière. Honnêtement, il n'y a pas de raison particulière.
Je regarde une autre question. Merci Dolores. Dadadam. Quelqu'un s'est-il frappé à l'interdit de consulter des documents protégés par la loi d'accès à l'information de données de personnes? Comment faire valoir que nous faisons une recherche sérieuse et non pas une curiosité de famille ou autre? Ah, mon Dieu, c'est un dilemme que tout historien fait, qu'il publie ou non. André, je pense pas que vous étiez concerné par des données récentes ou des données sous secret d'archives. Non, j'ai pas eu ce problème-là parce que moi, je termine mon roman vers 1730. Alors, Mhm. ça, c'est un problème. Par contre, je n'entrerai pas là-dedans, là, c'est quand même complexe. Là. Si on commence à parler de photos, combien d'années en arrière, puis tout ça, Mhm. là, c'est plus complexe. Et aussi pour les données pas données biographiques, mais généalogiques, il y a Mhm. des choses on ne peut pas publier. C'est-à-dire, il y a des disons, les baptêmes, 100 ans, moins de 100 ans, on ne peut pas vraiment on n'est pas supposé toucher à ça, en passant. Les mariages, oui, on peut. Les funérailles, il n'y a pas de problème. Même là, mariage, c'est pas évident, là. C'est délicat. Là. Il faut aller chercher les autorisations dans ces cas-là. Sincèrement, là, on n'a pas le choix. Mhm. Ouais, je vous invite à compléter en réécoutant la formation de généalogie du mois dernier, où Ouais. ces enjeux ont été évoqués, puis il y a des moyens d'accéder à des contenus, euh, mais tout le monde est confronté au même problème d'accès à l'information. Martin, es-tu encore là pour nous faire un beau mot de clôture et agir à titre de Monsieur Loyal, comme tu le fais si bien? Où est-ce qu'il nous a quittés? Martin. Oh mon Dieu, j'ai l'impression qu'on a perdu Martin. Je vais faire le Monsieur Loyal. Euh, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, André. Euh, Ça fait plaisir. on va vous contacter dans les prochains jours avec la captation de la rencontre de ce soir, pardon, les différentes présentations. Bien sûr, n'hésitez pas à contacter André si vous avez des questions précises sur son expérience. Les éditions, si vous avez des questions, des projets, des interrogations. On est là pour continuer à aider les citoyens qui font de l'histoire dans les associations citoyennes. C'est vraiment ce sur quoi je peux insister ce soir. Et on est pas nombreux, mais on est efficace. Puis j'insiste aussi sur le fait que on apprend toujours d'une publication, fait que plus vous contribuez aux éditions Histoire Québec en apportant votre manuscrit, votre texte, plus le réseau va en être fort, plus le réseau va pouvoir bénéficier d'une expérience de la pré-vente comme une nouveauté, puis on l'a essayé, on le poursuit. Euh, Faites-nous confiance pour essayer de vous aider du mieux que nous le pouvons. On ne se rencontre pas avant 2024. La prochaine rencontre est en janvier. Le 27 janvier, vous allez avoir toutes les informations. Le 27 janvier sur l'accueil des publics en situation de handicap. Donc, comment accueillir, comment adapter, ajuster vos activités, quelles qu'elles soient, comment être sensibilisé à cette notion de handicap, de personnes en situation de handicap dans vos missions, dans vos valeurs d'accueil et d'ouverture. Et des belles surprises, je pense, pour l'automne, pour le printemps, que je peux pas encore annoncer parce que c'est encore en train d'être signé, mais probablement qu'on va avoir des réponses sur la question du droit d'auteur, la question de l'accès aux archives, la question de l'accès aux inventaires. Donc, d'autant plus de moyens de compléter votre offre de service et de réussir vos missions. Merci beaucoup à tout le monde et passez une très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup pour cette formation, monsieur.